Donc, du coup, je suis plutôt pétillante selon vos débats, au pétillante. Ah, Je suis ça fait plutôt plaisir. au pétillante. Voilà, comme ça, C'est voilà, Mehdi qui je prouve tenais qu'il a je tenais regardé je tenais l'épisode 1 du Diegui je tenais à Show, le préciser. Ouais. Il suivait les épisode 1 lives du Diegui. apparemment. Suivi les lives pendant le confinement. Merci Mehdi. Exactement. Je vous en prie. Ça commence par bonjour ou soir. Bonjour, bonjour. Non, bonsoir. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Allez, ciao, bonsoir. Sébastien, bonjour. Bonsoir à ceux qui préfèrent répondre bonsoir. Bonsoir Paris, yeah. Bonsoir Thibaut. Bonjour Diego. Bonsoir Mehdi. Je sais pas qui a parlé. Je suis désolé, je sais pas. Ouais, bonjour Je sais pas qui a parlé. Bonjour à tous, on va arrêter ce truc parce que c'est une galère à chaque fois. C'est pas biché, on était sur Thibaut, du coup, je sais pas qui a parlé de vous deux. Non, Je c'est suis pas grave. désolé. C'est le début de la saison 2 et on est encore un peu rouillé. Donc, il n'y a pas de problème par rapport au ping-pong du bonjour, bonsoir. On essaiera de réussir la prochaine fois. On devrait Et arrêter bienvenue à tous et à toutes pour cette saison 2, épisode 1, avec aujourd'hui Mehdi Idir, qui sera notre invité tout au long de cet épisode. Comment tu vas, toi, Diego ? Ça va bien? Ça va bien ? Ouais. Remis de tes vacances ? Les vacances, non, ça fait un moment que c'est fini les vacances. C'est On n'est vrai. pas tous profs de PS. Exact. Ni un stit. Un site, ouais, mais un site. Comme, Toi, t'as des vacances un peu, Mehdi, comme ça, des fois, ou alors t'as vu, c'est pas mal, Là, en ce moment, ouais, je prends des vacances maintenant. C'est-à-dire que là, c'est les vacances scolaires chez nous. Du coup, je garde mon fils. Et en plus, j'ai de la famille qui est là et qui rentre chez moi au même moment. Du coup, comme c'est les vacances, j'en prends aussi. Voilà. Ok. Là, j'ai pris 15 jours. Ok, parfait. T'es entre deux projets là ou comment ça se passe ? Là, en ce moment, on est en écriture pour notre prochain film. Et le troisième film, ouais, tout à fait. Et à côté de ça, là, je commence plutôt à finaliser des projets pour me concentrer à 100% sur l'écriture. C'est-à-dire que je fais pas mal de trucs à côté dans le stand-up ou voilà, des clips, de la pub, etc. etc. Mais là, ouais, j'en ai eu un peu marre parce que ça bouffait trop sur la partie ciné, trop sur l'écriture du film. Du coup, je mets un peu ça de côté. Je suis en train de finaliser des projets qui sont en cours pour pouvoir me consacrer à 100% à ça. Ouais. On peut dire que le cinéma, c'est ta spécialité en fait. C'est le truc phare. Ouais, c'est ce qui me. En fait, je fais le reste parce que j'aime bien tourner et que sur un film, ce que moi je trouve frustrant, c'est que on tourne une fois tous les 2 ans, 3 ans, quoi. Donc, du coup, j'accepte je fais des projets à côté. Mais le truc principal, le truc que je kiffe le plus, le truc le plus complet, on va dire, artistiquement, oui, c'est plutôt le cinéma, ouais, effectivement. Bon, Est-ce que c'est un film qui devrait sortir 2022, 2023 ? 2024 même. Ah, 2024, ok. Ouais. Boulot encore. Ouais, il y a beaucoup de boulot. Beaucoup de boulot. Ouais, on est au début, c'est beaucoup de boulot. Ça Exactement. ressemblera un peu, c'est un peu dans la même veine que les deux films précédents, ou ça. Là, on essaye d'aller autre part. Je suis désolé, je peux vraiment pas en parler en plus. Je suis vraiment désolé parce qu'on s'est dit qu'on le ferait pas. C'est un truc un peu plus ambitieux qui traverse un peu plus le temps, voilà, les âges. Excellent. C'est Avengers. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est un peu plus ambitieux, que ce qu'on a fait habituellement. Là, on va vraiment vers un tout autre domaine, mais on va tester, on va voir si. Déjà, on aime ça là pour l'instant. L'écrire, en tout cas, on adore. Et on va voir plus tard ce que ça donne. Ouais. Allez. Ok. Mais en tout cas, on te souhaite une belle écriture. Est-ce que Thibaut, tu partirais pas sur la présentation un peu plus précise de Mehdi ? Ouais, alors Mehdi, qu'on a beaucoup préparé ta venue. Pour preuve, on est même allé sur Google pour bien. Waouh. Et ouais. Non, mais là, il y a du boulot d'investigation. Bravo. Et du coup, on a tapé Mehdi Idir pour voir ce que ça donnait. Et je vais te donner en gros les trois choses qui sortaient après Mehdi. Merde. Ok. Ouais. Vas-y. Alors, on a Mehdi Idir DRAC. Donc, la DRAC, pour le rappeler, c'est la Direction régionale des affaires culturelles. Et en 2016, apparemment, tu étais le référent pour l'Île-de-France. Donc, ce qui montre que la culture a une place importante dans ta vie. D'accord, ouais, mais c'est pas moi.
Mais c'est un, ouais, c'est un mec qui a le même nom que moi et qui bossait avant à la Villette. Et on s'est même déjà vu parce que de temps en temps, il recevait des trucs pour moi, genre, je sais pas, des DVD, des conneries, des courriers. Il a reçu des trucs pour moi. Et une fois, j'étais allé, moi je le savais pas en fait, mais une fois, j'étais allé à la Villette pour un tournage, tu vois, la grande halle de la Villette. Et j'arrive, je donne mon nom et c'était il y a longtemps, c'était il y a peut-être 12 ans. Et la fille à l'accueil, elle fait c'est vous Mehdi Idir? Ah, trop bien, on était pressés que vous arriviez. Je fais waouh, ok, d'accord. Accueil de ouf. Elle me dit attendez. Et en fait, c'est parce que vous avez le même nom qu'un collègue à nous. J'ai dit ah merde, ok. Du coup, voilà. Du coup, c'est pas moi. Voilà. On s'est fait flouer par l'homonyme. Ouais, ça commence bien. Exactement, ça arrive. On embrasse, hein. Donc ensuite, ce qui vient après, c'est Mehdi Idir Instagram. Donc bien sûr, celle-là, on est tombé sur ton vrai Instagram, pas sur ton homonyme. Merde. Donc Mehdi sur Instagram, c'est quand même, ça pèse 21 000 followers. Moi, la photo que j'ai préférée sur ton Instagram, c'est celle avec Grand Corps Malade ou Fabien Marceau pour les intimes, mais on n'est pas intime avec lui, donc on va l'appeler Grand Corps Malade. C'est celle, la photo avec la mention couple goal. Donc on y reviendra, mais ça fait combien de temps que ça dure cette amitié avec Grand Corps Malade? Ça fait 17 ans par là, 18 ans, un truc comme ça. Ouais. Belle relation. Une belle relation. Ouais, exactement. Très belle relation. C'est marrant que tu dis ça parce que hier, par 2 fois dans la journée, on parlait d'un truc et on s'est envoyé le même SMS, mais genre mot pour mot au même moment. Ah ouais. Donc, on est vraiment dans une espèce de synchronisation qui est parfois flippante, vraiment. Moi, j'appelle ça les âmes sœurs. C'est ça, c'est un peu ça. Non, mais vraiment, c'est flippant. Même des fois, je parle à sa femme, j'envoie un message, elle me dit « Oh là là, t'as répondu exactement la même chose que lui. À la lettre près, vous êtes fatigant. » Je crois qu'on fatigue un peu les gens avec ça. Ça va être utile, par contre. Ouais, sur l'écriture d'un scénario, ça doit être bien aussi. Voilà, c'est ça. Et sur un tournage, même nos acteurs, ils nous disent à chaque fois, en fait, ils disent qu'on a un cerveau pour 2. Ce qui n'est pas non plus un compliment de ouf, techniquement. Mais des fois, je vais dire un truc à un acteur, il me dit, je sais, il vient de me dire exactement la même chose. Ouais. Arrêtez, vous êtes fatigant. Voilà. Et finalement, on n'en voit pas tant que ça des co-réalisateurs. En France, il y a Toledano Nakash, puis sinon, il y a les frères Cohen, c'est pas des Français, mais c'est vrai qu'on n'en voit pas tant que ça, parce qu'il faut vraiment, je pense, être sur la même longueur d'onde. Après, il doit y avoir des fois des dissensions ou quoi, mais ça ne doit pas être forcément évident de réaliser à 2 comme ça. Moi, je me dis que même, pour moi, c'est même l'inverse, c'est réaliser tout seul. Moi, maintenant, quand je fais des trucs tout seul, je me fais chier, tu vois, parce que je réalise des trucs, des films avec mon meilleur pote. C'est-à-dire qu'on est tout le temps ensemble, H24. Donc, des fois, quand sur des projets, quand je suis tout seul, tu te fais chier, quoi. Vraiment. Okay. Donc c'est vraiment un peu plus seul. Vous êtes rencontrés comment? On s'est rencontrés, on était voisins, en fait. On était voisins et c'est sa femme qui nous a présentés parce que nous, on avait un projet autour des arts urbains un petit peu, voilà, où il y avait du slam, il y avait du stand-up, de la danse hip-hop, etc. Et on voulait lui proposer de participer à ça, de présenter le truc, en fait. C'est un espèce de documentaire sur plein de talents cachés. Dedans, il y avait déjà Alban Ivanov, il y avait déjà notre entourage qui commençait. Et on s'est kiffé. J'avais fait une mini vidéo de présentation, il a kiffé. Et puis, on a tout de suite commencé à traîner ensemble. Et puis, il sortait son premier album. Et puis, on a commencé tout de suite à bosser ensemble. En fait, ça se fait comme ça. Non, incroyable. Ok. Et du coup, la troisième chose, pour passer à la troisième chose, c'est Mehdi Idir taille. Donc là, c'est toi qui va falloir nous expliquer pourquoi ça intrigue les gens, pourquoi ils sont obstinés par ta taille. Parce que je fais 1m94. Non, je pense que c'est un effet d'optique. Comme je suis petit, non, je fais 1m67, 68, un truc comme ça. On a un point commun, Mehdi. C'est bon, t'es un bon. Je savais. Je crois que Guillaume fait la taille de Grand Corps Malade, je pense. Ouais, c'est ça. Moi, je fais 2,01. Donc, si tu veux, quand on est dans la rue, des fois, on nous confond avec vous.
C'est ça. Sauf que là, c'est Je vois. moi qui boite. Ouais, c'est vrai, c'est toi qui boites. C'est moi qui boite dans le cas. C'est vraiment le truc qui sort, c'est taille. C'est très marrant. Ouais. Ah ouais, je te jure, c'est vraiment. marrant. Après, c'est peut-être pour ton homonyme. Hein. C'est peut-être tous les trucs. Ah, peut-être. Peut-être que l'autre Mehdi, lui, il fait 2 mètres. Ouais. Je sais pas, ouais. On lui demandera, on essaiera de le contacter après le. Yes. Donc voilà, C'est c'était un marrant. peu pour faire ta présentation. Ça change un peu parce que pendant la saison 1, on prenait la fiche Wikipédia et en fait, on présentait un Wikipédia, un résumé Ouais. un peu drôle. Et là, on a voulu changer un petit peu, voir avec Google ce qui sort, puisque de toute façon, c'est le Big Brother au-dessus de nous. Et en fait, ta carrière, maintenant, on va la présenter à travers le miroir en fait, de ta vie et comment on t'a vu. Donc, ce sera la partie de maintenant, non, Guillaume? Ouais, exactement. Voilà, donc on va te présenter pour que nos auditeurs situent ta carrière un petit peu, pour ceux qui connaissent, connaissent pas ou qui veulent reconnaître encore. Et après, on rebondira du coup sur tous les moments de ta vie pour voir ton point de vue. Ça marche. Ouais, donc c'est ça, au niveau de ta carrière un peu cinématographique, tu commences après le bac où voilà, tu t'inities au montage et notamment avec des battles de danse. Moi, j'ai regardé curieusement Paris by Light. Ouais. Pas confondre avec le nouveau. Et du coup, c'est vrai que c'est différent de ce que tu fais aujourd'hui. Et est-ce que toi, tu as commencé avec zéro moyen, au niveau de... Tu filmais comment? Avec un téléphone? Du coup, aujourd'hui, est-ce que tu as vu l'évolution et notamment des gens qui font des choses incroyables avec des téléphones et des stabilisateurs? Donc, toi, comment tu te situes par rapport à ton commencement? Moi, j'ai vraiment commencé... À la base, je faisais de la danse hip-hop, ouais, effectivement. Et en fait, moi, j'ai un père qui est cambrioleur de métier. D'accord. Et un jour, il est rentré chez moi avec une caméra. Vous voyez, la petite PC2 de Sony à l'époque, la même que dans American Beauty, tu vois. Le film, il venait de sortir, en fait, il y avait cette petite caméra, mais elle coûtait super cher à l'époque. Et moi, je la voulais, je disais, ouais, si j'ai ça, je vais pouvoir filmer un peu dans les soirées, les battles, etc., filmer de la danse. Je la voulais. Et un jour, mon père, il est rentré avec en me disant, tu connais pas quelqu'un qui veut l'acheter? Moi, je dis, mais moi, je la veux. Et il m'a dit, bah, tiens, prends-la. En fait, j'ai commencé comme ça. Donc, j'ai commencé à filmer. Exactement. Et j'ai commencé à filmer. Et en même temps, donc, j'avais été pris je faisais un peu de graphisme, mais pareil, tout seul. J'avais chopé un ordi Photoshop. Je m'entraînais comme ça. Et j'ai réussi à trouver un stage dans une entreprise. Donc, c'est pour ça que je suis allé là-bas, en fait. Et j'ai commencé à leur dire que j'avais envie de faire ça. Ils m'ont dit, ouais, ok, d'où tu sors? Enfin, ouais. J'avais jamais rien fait. Et je leur ai montré mes images parce que j'avais commencé à filmer pas mal de danse, sachant qu'à l'époque, c'était 2000, 2001. Du coup, il y avait un gros niveau en France au niveau de la danse hip-hop. Du coup, je suis revenu avec des images de fou. Et ils m'ont dit, ouais, c'est intéressant ton truc. Tu voudrais en faire quoi? J'ai dit, j'aimerais bien faire une émission sur la danse hip-hop. Sur le hip-hop plutôt, pas que sur la danse. J'avais essayé d'ouvrir un peu le truc et voilà, je me suis lancé un peu comme ça. Ils m'ont dit, bah tiens, il y a une station de montage là-bas, mais par contre, personne peut te former. En gros, tu te débrouilles, quoi, mais essaye de sortir un truc avec ça. Et voilà, je suis allé au bout du truc avec un pote à moi à l'époque. Et voilà, on a fait un premier numéro. Et après ça, moi, j'étais dans un groupe de danseurs qui s'appelle Wanted Posse, et c'est le premier groupe à être allé le premier groupe français à avoir gagné le championnat du monde de danse hip-hop. Ah ouais. Et moi, en fait, j'avais commencé à tout filmer. Je voulais en faire un documentaire, en fait. Donc, j'avais filmé les préparations, les qualifications pour les battles, les entraînements. Et j'avais filmé aussi sur place. Et il s'avère que c'est le premier groupe français à avoir gagné le championnat du monde. Du coup, j'avais des images de fou à disposition. Et je me suis dit, c'est trop con d'en faire juste une émission pour une web TV inconnu. Je me suis dit, c'est trop bête. J'ai fait un espèce de teaser. À l'époque, il y avait pas de, c'était en 2001 du coup. Il y avait pas de WeTransfer, tout ça, ça n'existait pas. YouTube, il y avait même pas de YouTube en fait. Il y avait même pas YouTube. Du coup, je l'ai envoyé. J'ai fait un CD avec un DVD. J'avais fait un DVD et je l'ai envoyé à plein de prod. Et c'est TF1 Vidéo qui nous a répondu en disant
ça nous intéresse. Voilà, en disant ça nous intéresse. En fait, à l'époque, on avait mis, il y avait un site qui parlait comme il n'y avait pas YouTube, il y avait un site qui parlait de danse hip-hop et d'art un peu urbain, et puis de cascade, etc., qui s'appelait styledeouf.com à l'époque. Et en fait, on avait fait un teaser du documentaire qu'on avait mis en ligne, et ça parlait d'un danseur qui s'appelle Junior, B-Boy Junior, qui a gagné incroyable talent, qui est exceptionnel, qui a un niveau exceptionnel. Et à l'époque, on avait fait genre 300 000 téléchargements. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait même pas de streaming. Ouais. C'était juste en téléchargement. Et en plus, la vidéo, elle mettait peut-être 30 minutes selon ta connexion. Elle mettait parfois 1 heure pour la... 3 heures dans les campagnes. Voilà, 3 heures, exactement. Voilà, exactement. Et du coup, eux, quand on est arrivé au premier rendez-vous, ils étaient intéressés. Et qu'on leur a montré sur le site, cette vidéo, on a fait 300 000 téléchargements. Ils ont dit, attends, qu'est-ce qui se passe là? C'était l'époque, vraiment. C'était le tout début, tu vois, de la viralité, on va dire, sur Internet. C'est vraiment au tout début. Et du coup, pour eux, c'était exceptionnel. 300 000 personnes. Ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ces chiffres? Et du coup, ils nous ont dit, écoutez, on veut sur le DVD. Du coup, on l'a sorti sur DVD. On a vendu 11 000 exemplaires, ce qui, pareil, à l'époque, c'était assez fou. Surtout le hip-hop, c'était vraiment une petite niche. Et du coup, ça m'a permis de créer ma boîte et de commencer à me faire connaître auprès des marques, etc. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Et pour, du coup, venir à ton autre question, effectivement, maintenant, c'est beaucoup plus facile. En fait, moi, tu as vu, le stage que j'ai fait dans l'entreprise, il y a aussi Lajli qui l'a fait, tu vois. Ah, ok. Et du coup, je pense qu'on a un peu les premières générations qui ont commencé à faire des vidéos pour les mettre sur Internet et qui sont maintenant passées au cinéma. Tu vois, on est vraiment les toutes premières générations. Je pense. Du coup, quand on est arrivé, les gens, ils nous regardaient un peu comme... Vous n'avez pas fait de formation, vous n'avez rien fait, d'où vous sortez. Tu n'avais pas besoin forcément de backup pour te faire connaître, quoi. Ouais, tu avais besoin d'idées, quoi, tu vois. Ouais. Et maintenant, c'est bien. Il y a un truc qui est cool en ce moment, c'est que les nouvelles technologies qui amènent au fait que tu peux faire des choses de meilleure qualité plus rapidement sans beaucoup de moyens. En revanche, l'autre aspect, c'est que maintenant, c'est tellement répandu qu'il y a tellement de réalisateurs maintenant sur Internet ou de gens qui font des podcasts que forcément, tu es dans une espèce de masse de ouf. Donc, pour se détacher, tu peux te détacher, effectivement. Mais je trouve que là, maintenant, voilà, les deux périodes étaient compliquées, tu vois. Ouais, mais les contenus sont hyper variés et ça joue aussi par rapport aux moyens d'aujourd'hui. Par exemple, tu pars maintenant, tu as un stabilisateur, ça va te coûter 70 € avec un bon téléphone qui est ton téléphone de tous les jours, qui sont les smartphones qui sont ultra puissants, des applis de montage gratuits. Tu peux vraiment tourner une espèce de mini court-métrage. Par exemple, on a fait une fille qu'on avait eue pour la première saison qui s'appelle Lou, qui a fait un court-métrage, pareil avec les moyens du bord, mais qui rend quelque chose hyper qualitatif en fait. Ouais, maintenant tu peux. Et en plus de ça, maintenant il y a des tutoriels sur absolument tout, tu vois. Ça laisse plus de place au côté créatif, vu que l'aspect technique, les réponses sont exactement plus simples. Donc effectivement, il faut toujours se tenir au courant. Là, ce qui est le plus dur en fait, c'est plutôt se tenir au courant des nouveautés techniques, parce que parfois c'est le matériel ou tel logiciel ou tel effet qui t'amène à trouver des idées de réalisation. Tu vois. C'est intéressant. Récemment, j'ai fait un clip où je parlais avec le chef-op, il m'a parlé d'un espèce de nouveau travelling qui est mis, qui peut partir en avant en fait. Il est mis comme sur des pas un ressort, mais tu vois, mais personnel, tu vois. Et en fait, du coup, tu peux rentrer dans une voiture, par exemple, tu vois. Reste, ça stabilise et tu appuies sur un espèce de bouton et la caméra, elle peut avancer à 1,50 m de toi, tu vois. Il m'a parlé de ça, il m'a montré vidéo, voilà. Et du coup, ça, c'est un truc qui, tu vois, ça peut te faire penser, du coup, ça te fait penser à des plans et du coup, à des idées de mise en scène, tu vois. Ne serait-ce que les drones, en fait, ça a révolutionné. T'imagines les plans qu'il te fallait avant pour faire des plans de drones. Avant, il te fallait des hélicos, il te fallait des immenses perches. Télescopiques. Ouais. Maintenant, avec un drone, tu peux faire des trucs de dingue. Voilà, c'est ça qui est le plus dur maintenant, c'est se tenir au courant de tout ce qui est sorti, tu vois, de toutes les technologies, etc. Parce que ça va trop vite. De semaine en semaine, il y a des nouveaux trucs qui sortent, des nouveaux plugins, des nouveaux
des nouveaux logiciels, des nouvelles optiques, des nouvelles caméras, des nouveaux mécanismes pour tourner, tu vois, de la machinerie, c'est un truc de fou. D'accord. Du coup, à quel moment, toi, t'es passé du fait où tu réalisais plutôt ce que tu voyais, où tu filmais ce que tu voyais, puis t'en faisais un contenu, à maintenant, je crée et c'est moi qui... Les choses vont venir de moi-même ou d'une réalisation commune avec, par exemple, Encore Malade. Ça s'est fait progressivement. En fait, ça s'est même fait. En fait, ça s'est fait par l'écriture. C'est-à-dire que à un moment donné, en fait, j'avais pas ce réflexe de me dire. Déjà, je me disais même pas, je suis réalisateur. Tu vois, à l'époque, même quand le premier documentaire il est sorti, je me disais même pas que j'étais réalisateur. Tu vois, je fais ça, je suis monteur, je suis cadreur, mais je le voyais pas comme ça, tu vois. Et en fait, j'ai commencé à écrire pour progresser plutôt. D'accord. C'est-à-dire que je me suis dit, je voyais des choses que j'aimais pas, tu vois, à la télé, dans des pubs, dans des clips, etc. Et non, mais j'ai commencé, le premier truc que j'ai écrit, c'est parce que de temps en temps, je trouvais des idées, tu vois, dans ma tête, des idées, je sais pas, de séries, de films, de pubs, de clips, j'en sais rien. Et après, je les voyais. Tu vois, je les voyais, il y avait des mecs qui avaient fait putain, mais chaque fois je disais à mes proches putain, mais j'avais eu la même idée et tout le monde disait ouais, vas-y, espèce de mytho, dégage. Je commençais tout juste, tu vois. Et du coup, je me suis dit, tu sais quoi, je vais acheter un carnet et puis je vais noter mes idées maintenant, comme ça, quand on me prend au mot, je vais dire, bah tiens, regarde, je te prouve que j'aurai une preuve. Donc, j'ai commencé à écrire pour ça. Et puis, comme j'avais un carnet, je le prenais tout le temps avec moi. Et en fait, je me disais, en fait, je sais pas, j'étais dans un truc comme si j'étais à l'entraînement, quoi. Je me disais, faut que je trouve des idées. Donc, je me forçais tous les jours à écrire des idées sur, je sais pas, j'écoutais un son, je me disais, vas-y, il faut que j'écrive comme si on m'avait challengé, comme si on m'avait embauché sur le projet en me disant, voilà, tu dois trouver une idée de clip, de film, de série, ce que tu veux. Et j'ai commencé à écrire pour ça, en fait. En me disant, voilà, aujourd'hui, je dois trouver, voilà, telle pub pour tel produit, bah, je dois trouver une idée. Donc, j'ai commencé à écrire comme ça pour tel clip. Je prends souvent le métro. Du coup, j'étais dans le métro, je mettais un son et me disais, voilà, avant la fin du trajet, là, il faut que j'ai trouvé une idée pour ce clip. Voilà, ça peut parler de quoi. Je le mettais en boucle et je m'amusais à écrire. Et du coup, de ces carnets que j'ai toujours, du coup, j'en ai rempli pas mal. Et en fait, ça m'aide maintenant. Tu vois, il y a plein de clips ou même de scènes de films ou je sais pas ce que tu veux. C'est des trucs dont je me rappelle, ah putain, j'avais qu'un truc qui peut ressembler. Du coup, je vais chercher dans mes carnets. Et il y a pas longtemps, pendant le confinement, comme je galérais, je suis retourné dedans et franchement, c'était un truc de ouf. Il y avait plein de trucs. Je me suis dit, putain, t'as vu ça? C'est ce qu'on avait fait dans la vie scolaire. Ah, putain, t'as vu ça? C'est le clip qu'on a fait, tu vois. Du coup, mais parce que je me suis forcé, tu vois, c'était pour moi un exercice comme de l'entraînement, tu vois. Pour jouer le dimanche, il faut que tu t'entraînes déjà. C'est ça, ouais. Donc, tu vois. Donc, pour moi, c'était ça, en fait. D'où l'importance, en fait, excuse-moi, d'où l'importance, du coup, de noter, en fait. C'est ça que tu veux nous dire, de noter. C'est ça, ouais, exactement. Même pour l'amateur qui aimerait se lancer, on y reviendra dans une autre partie, ce sera une autre partie. Mais pour quelqu'un qui aimerait se lancer, il faut vraiment qu'il note toutes les idées qui passent par la tête. Exactement. Une idée qu'on a. Même le fait de le noter, ça ne serait-ce que par rapport à toi et ta mémoire, ça va s'enregistrer dans ta tête. Tu vois, moi, je sais que tout ce que je note maintenant, j'ai plus de carnet, je le fais avec les notes, tu vois, du téléphone. Du coup, c'est cool, je l'ai toujours sur moi. En plus, c'est sauvegardé, ça va sur le cloud. Donc, tu vois, je suis tranquille, il n'y a pas d'histoire je peux pas le perdre, etc. Le fait de le noter, enfin, pour moi, je fonctionne plutôt visuellement dans ma mémoire. Donc, le fait de l'écrire, de le voir écrire, ça y est, c'est bon, c'est enregistré dans ma tête et je sais que je le perdrai pas, tu vois. Et est-ce que tu es devenu, ou alors c'était quelque chose que tu avais naturellement, cette qualité justement d'avoir des idées? Par exemple, on a eu un humoriste là, Thomas Marty, qui lui se forçait tous les jours à regarder un élément dans son environnement, puis essayer d'avoir une idée par rapport à ça. Est-ce que toi, c'est quelque chose pour lequel tu pratiquais, ou alors c'est quelque chose auquel tu prenais plaisir à faire naturellement? Moi, ça se faisait plutôt naturellement. Mais moi, c'était plutôt quand il y avait quelque chose que j'aimais pas. Et c'est beaucoup le cas, surtout à l'époque. Il y avait pas beaucoup de chaînes, etc. Tu vois, il y avait vraiment la qualité. Je trouvais, elle était vraiment dans tout ce qui se passait, c'était pas ouf. Du coup, je me forçais à me dire, ok, tu critiques, mais toi, t'aurais fait quoi en fait, tu vois, à la place de cette pub, à la place de ce clip. C'était plutôt dans ce sens-là que je me disais, ok, force-toi, vas-y.
tu ouvres ta gueule, essaye de trouver une idée, toi. Donc, avoir un esprit critique, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Essayer d'analyser le truc, pourquoi tu n'aimes pas ça et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ce soit mieux, tu vois. Je faisais plutôt cet exercice-là. Mais maintenant, je suis plutôt, j'ai toujours effectivement, j'ai toujours le téléphone sur moi, donc je note plutôt, j'observe beaucoup, en fait. Là, maintenant, comme je fais plutôt de la fiction, tu notes des trucs, je sais pas, c'est des conneries, des fois c'est des trucs qui vont jamais, des fois c'est peut-être de la branlette, c'est des trucs qui vont peut-être jamais me servir, j'en sais rien. Mais tu vois, l'autre fois, je sais plus où j'étais, il y avait une fille, une dame un peu âgée qui fumait, elle était super classe, et sa façon de tenir la cigarette, tu vois, je l'ai noté, parce que je me suis dit, c'est un personnage à un moment donné d'une meuf un peu classe et tout dans mon truc. Ce serait bien qu'elle fume comme ça, parce que tu vois, elle avait une façon de tenir sa cigarette. Tu vois, au lieu de la tenir comme tout le monde comme ça, elle la tenait comme ça, tu vois, avec toutes ses mains, comme un fume, tu vois, comme un porte-cigarette. J'ai trouvé ça trop chambé. Du coup, c'est con, hein, je suis là avec des gens, d'un coup, je bug sur un détail et je prends mon truc, je note, ou des phrases, des mots, des scènes, des dialogues, tu vois. Ça, je note en général, comme ça, je sais que c'est pas perdu. Et en général, quand on écrit, je retourne dessus. Et des fois, il y a des trucs incompréhensibles parce que des fois, je suis en soirée. Je suis en soirée, j'ai écrit un truc et je dis putain, pourquoi j'ai écrit. Ou des fois, je dors, tu vois. Des fois, je dors pas très bien. Du coup, je suis en insomnie, je pense à un truc. Je prends mon portable, j'écris. Et 2 jours après, je fais pourquoi j'ai écrit ce truc-là, des trucs qu'on ni queue ni tête, vraiment. Je me dis, des mots qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, qui sont assemblés. Pourquoi j'ai écrit ça, merde. Donc, des fois, je ne trouve pas le truc. Pour revenir à ce que tu disais, Mehdi, moi, par rapport à tes idées, là, moi, j'ai trouvé le clip Pocahontas. En vrai, j'ai été incapable, la première fois que je l'ai vu, d'écouter les paroles, tellement j'étais concentré sur les photos. Et du coup, j'ai dû réécouter le clip ou sans clip. Mais du coup, ça, c'était une idée, par exemple, que tu avais eue, que tu avais notée. Ouais, grave. Okay. Exactement. C'est un très bon exemple. C'est vraiment, j'avais vu, je sais plus, il y avait, je sais même plus sur quoi, un réseau, je sais plus exactement. J'avais vu un truc qui passait où des gens avaient fait ça. Ils avaient recréé, des frères qui avaient recréé des photos de quand ils étaient petits. Maintenant. J'avais trouvé ça charmé. Ça a été une mode à un moment donné. Après, tout le monde a fait ça. Et du coup, on a dit, vas-y, ça serait charmé de le faire, mais en vidéo. Tu vois, tout le monde le fait en photo, et ce serait cool de le faire en vidéo, surtout que ça allait avec le concept de la chanson. Donc, voilà. Et du coup, moi, j'aurais une question, Mehdi, c'est chaque vie un peu ces moments clés, ces moments où on se dit, sans ça, je ne serais pas là où je suis. Et donc moi, ça m'intéressait de savoir où est-ce qu'il s'est situé ton moment décisif, le moment qui a fait que tu en es là maintenant aujourd'hui à réaliser deux films, bientôt un 3e, etc. Je pense qu'il y en a eu plusieurs. Il y a eu quand j'ai eu la caméra, quand on a sorti le DVD, quand j'ai fait Paris by Light, parce que j'ai commencé un peu à bosser pour des marques, etc. Et puis j'ai été appelé en télé pour faire de l'habillage ou des génériques, vous voyez, j'ai commencé du coup, ça m'a permis de rencontrer d'autres gens, et aussi, ça m'a permis, comme le truc à l'époque, le truc de light painting, c'était un peu, en vidéo, en tout cas, à l'époque, ça se faisait pas trop. Du coup, ça va apporter pas mal de taf, en fait. D'accord. Pas mal de taf, ça m'a permis de plus me professionnaliser, en fait. Ensuite, il y a la rencontre avec Fabien, et puis, il y a un autre truc qu'on a fait qui s'appelait Le bout du tunnel, qui était un espèce de clip, mais qui se coupait, où il y avait des passages un peu joués. Et là, c'était une des premières fois où je travaillais vraiment avec des acteurs. Ouais. Et ça m'a permis aussi, quand on a commencé à bosser sur Patient, à montrer aux producteurs pour dire voilà ce qu'on est capable de faire, pour qu'ils nous disent OK, on peut peut-être vous faire confiance. Voilà. D'accord. Donc, pour rappeler, Le bout du tunnel, c'est un court-métrage que tu as fait en 2015. C'est ça. Ouais. Bien bossé. Exactement. Et du coup, aussi, tu as bossé aussi donc, pour Énergie 12 et Click. Est-ce que ça fait partie des moments de ta vie qui t'ont fait rencontrer du monde? Ouais, parce que Énergie 12, c'est ce truc-là, Paris by Light. J'avais rencontré à l'époque Mustapha El Atrassi, il avait kiffé. On se connaissait du coup un petit peu. Quand il a fait son émission, il m'a demandé si ça m'intéressait de faire le générique. Puis j'ai réalisé l'émission en plateau. Et comme c'était un pote de Mouloud, j'ai rencontré Mouloud.
il m'a proposé, pareil, de venir travailler au Grand Journal avec lui. À l'époque, il était au Grand Journal. Et du coup, quand il a lancé Click, il m'a demandé si on voulait commencer ensemble ce truc. Et voilà, ça s'est fait un peu comme ça. Donc ouais, effectivement. Ok. Effectivement, ça m'a permis de rencontrer des gens et surtout, ça m'a permis un peu de toucher à tout. C'est-à-dire que voilà, j'ai fait de la pub, tu vois, je change, désolé. J'ai fait de la pub, j'ai fait du plateau, j'ai fait des captations. Du coup, ça m'a permis de faire pas mal de trucs. Et en fait, du coup, quand tu bouges comme ça verticalement d'un média à l'autre, il y a toujours un média qui va nourrir l'autre. Voilà, et tu peux. En fait, c'est assez hermétique, c'est assez cloisonné, pardon. Les différents types de médias en France et de formats en France, voilà, ceux qui font de la pub, ils font que de la pub, ils font pas de cinéma, ils font pas de clips, c'est un peu. Et moi, comme j'aime tout, moi, je voulais passer de l'un à l'autre. Et finalement, tu te rends compte qu'il y a des techniques que tu peux utiliser dans tel domaine qui vont te servir dans l'autre, tu vois. Donc, et ça, c'est un avantage. Tu es un peu la Jeep Renegade du cinéma, de la passe partout. Je sais pas, je pense qu'il y en a plusieurs, je pense. Mais en tout cas, ouais, moi, j'aime bien passer de l'un à l'autre. Voilà. Ouais. Mais c'est aussi peut-être ce qui entraîne la création vraiment de ton univers. Et en fait, en regardant les deux films, j'adore en fait quand tu sens une touche, une patte, tu vois. Et avec Grand Corps Malade, j'ai vraiment senti que vous aviez une touche à vous, notamment par exemple sur les personnages. Mais il y a les personnages principaux, bien sûr, mais il y a aussi les personnages secondaires que vous creusez énormément avec. En fait, on discerne quasiment pas finalement les uns des autres. Et le fait, par exemple, de créer vraiment des backgrounds sur les personnages secondaires, du coup, on va s'y attacher aussi plus facilement. Et il y avait quoi aussi que j'avais remarqué? Mais les dialogues, en fait, aussi. Les dialogues, t'as l'impression que vous leur avez donné 2-3 mots. Bon, ben là, vous allez parler de ça, ça, ça. Puis eux, ils sont capables de partir sur des dialogues qui sont vraiment réels, quoi. J'ai trouvé vraiment ça sur les deux films, une des particularités de votre touche. Est-ce que c'est peut-être parce que le fait d'avoir touché à tout et de s'être ouvert sur plein d'univers, ça a développé cette imagination? Ouais, je pense que ça doit nous influencer quelque part. J'en ai pas vraiment conscience, en fait, mais oui, je pense que ça doit nous servir. Après, pour tout ça, c'est l'avantage encore, c'est d'être deux, tu vois. C'est-à-dire que nous, on fonctionne vraiment habituellement, quand tu écris, tu fais toute ta structure, tous tes arcs, et après, tous tes histoires secondaires, tes personnages, et après, tu dialogues. Nous, on aime bien dialoguer tout de suite, en fait. On aime bien partir plutôt des dialogues, et c'est les dialogues qui essayent de construire le caractère de tes personnages et les tics de langage de tes personnages, et ça t'aide pour aller à la scène suivante. Et on commence déjà directement, on sait à peu près où on va, tu vois, mais on commence tout de suite par écrire des dialogues. D'accord. Et comme on le fait en ping-pong parce qu'on est deux, tu vois. Ça facilite, quoi, parce que tu peux te donner la réplique, quoi. Exactement, okay. Super facile, on sait où on va, on sait comment commence la scène, comment à peu près elle doit finir, et du coup après on commence tout de suite à dialoguer ensemble et trouver des idées, tu vois. Même les phases en fait d'humour à la base, c'est pas, on se dit pas là faut qu'on soit marrant sur cette scène, tu vois. On se dit on commence à écrire une scène, et puis comme on est en ping-pong tous les deux, et puis que chez nous ça chambre quand même beaucoup, du coup là on trouve des idées, ce serait marrant qu'ils disent ça, et puis que voilà, ça se fait plutôt comme ça. Est-ce que du coup l'utilisation de certains acteurs que vous réutilisez après sur par exemple les deux films, il y en a pas mal qu'on revoit, est-ce que du coup vous arrivez à imaginer aussi des scénarios en fonction des acteurs que potentiellement vous pourriez avoir? Ouais, c'est-à-dire que on a fait Patient. On a mis déjà des potes à nous avec lesquels on travaille depuis longtemps. Redouane Bougueraba, Alban Ivanov et tout, tu vois, des gars comme ça. Puis on a rencontré nos acteurs Moussa Morsali, Soufiane Guerab, où on s'est dit, quand on est parti de la feuille blanche pour la vie scolaire, on s'est dit, bon, il faut qu'on leur trouve des rôles. Donc on a écrit spécialement pour eux. Alors en se disant, on a envie de tourner avec eux. Donc là, on est au tout début, donc on va leur créer des rôles spécialement pour eux. D'accord. Effectivement. Ce qui est fascinant aussi, c'est comme tu le disais, vous avez fait une interview avec Mouldachour d'un Click,
où vous racontiez que justement vous avez les acteurs que vous avez découverts, c'est les acteurs qui venaient justement de la cité où vous avez tourné. Et moi je pense à ce jeune là, Ossine Mokando là, qui joue Farid dans Les Scolaires, qui est incroyable. Est-ce que c'est aussi une marque de fabrique un petit peu de découvrir de nouveaux acteurs et pas aller chercher justement des guests? Oui, nous c'est ce qu'on aime. On trouve qu'effectivement, il y a quand même, dans le cinéma français, c'est quand même beaucoup les mêmes têtes qui reviennent. Et nous, dès le premier film, c'est ce qu'on a voulu dire. Non, on sait qu'il y a un vivier de talent, un gros vivier de talent d'acteurs en France et qu'il faut aller chercher dans ce vivier. Donc, effectivement, même s'il y a des gens qui ont joué dans zéro film, tu vois, qui ont zéro expérience, c'est toujours intéressant d'aller les chercher, travailler avec eux. Et puis surtout là, il fallait qu'on trouve des jeunes de cité. Et les comédiens professionnels qu'on a vus, pour nous, il manquait un truc. Voilà, ça sonnait un peu faux. Du coup, effectivement, on a installé un bureau de casting dans la cité dans laquelle on a tourné. Et tout le monde pouvait venir et tester. Il y avait des textes, il y avait toujours quelqu'un qui était là, présent. Et ils pouvaient venir tester. C'est comme ça qu'on a trouvé tous nos acteurs. Ouais. Et c'est plus gratifiant, en fait. Tu vois, quand je vois maintenant des acteurs avec lesquels on bosse, quand je les vois dans d'autres films, tu te dis... C'est toi qui l'as lancé, toujours, voilà, il y a un truc de sentimental. Et du coup, ça te fait plaisir, tu vois. Ouais. Quand on voit Soufiane Guérab qui joue dans Lupin, tu vois, c'est Guédira dans Lupin, là, le Condé dans Lupin, tu dis, c'est notre pote en plus, tu vois, depuis, c'est vraiment notre pote. Du coup, je préfère lancer des gens qu'aller prendre des gens qui ont déjà une carrière de ouf, quoi. Et Guillaume a fait un portfolio parce qu'à Montréal, ça tourne beaucoup. C'est vraiment une ville de cinéma. J'étais sûr qu'il allait parler de ça. J'allais parler de ça aussi. C'était ma prochaine intervention, c'était ça. Et du coup, t'as moyen assez facilement, en tant qu'un inconnu, de te mettre dans une banque de données justement de l'industrie du cinéma ici à Montréal. Figurant, ouais. Et Guillaume a fait tout un portfolio. Il a prendre en photo. C'est vrai, j'étais rentré dans une boîte de figurants qui m'a jamais rappelé du coup, mais... Et du coup, si un jour tu cherches un figurant de 2 mètres, 32 PS, avec un accent du sud-ouest... Ça marche. Honnêtement, le prochain film, normalement, il y a un passage où on est à Montréal. Donc, en tout cas, donc je te dirais ça. Si tu cherches à te loger avec Diego, on t'accueillera. C'est gentil. C'est gentil, merci. Guillaume, dans la petite Italie. Guillaume, une carrière te tend les bras. Ouais, écoute, non, mais après, c'est vrai aussi, on avait vu, pour revenir un peu à ce qu'on disait, il y a Moussa Mansali aussi, qui est très bon dans Validé. Quand on le voit comme ça dans Validé, on se dit, c'est pas du tout les mêmes persos qu'il a dans Patient. Et, c'est vrai que ça faisait plaisir aussi de le revoir là-dedans. Tout en parlant de nouvelle génération, pour revenir à ce qu'on disait, la nouvelle génération d'acteurs que tu as découverte, comme on citait dans tes 2 films, tu as sorti aussi là en 2020 À nous l'histoire. Donc c'est l'histoire racontée par la nouvelle génération, c'est comme ça que tu le décris. Est-ce qu'il y a une vraie différence entre l'ancienne génération et la nouvelle génération du coup, par rapport à cette vulgarisation de l'histoire, pour mieux comprendre? Est-ce que c'est un enjeu ou pas? Pour mieux comprendre, je pense pas. En tout cas, est-ce qu'il y a une différence entre eux et nous? Je pense que vraiment, sans faire le mec, sans faire le vieux, je pense que quand on est arrivé au collège pour tourner, on est retourné dans notre ancien collège. On a un peu observé les choses, on s'est mis de côté et puis on a commencé à observer les collégiens, observer les jeunes pour voir comment ça se passait. On n'a pas trouvé énormément de différence entre leur génération et notre génération, si ce n'est effectivement les portables, les réseaux sociaux, etc., etc. Effectivement, ça apporte d'autres types de soucis au quotidien aux profs. Je pense que tu dois t'es prof de PS, donc tu dois savoir ce que c'est. Ça apporte quand même beaucoup d'autres problèmes et d'autres choses que nous, on n'avait pas. Et surtout, je pense aussi dans la consommation culturelle. Tu vois, maintenant, tu peux vraiment tellement te spécialiser pour regarder. Je sais pas si tu aimes bien. Moi, j'adore One Piece, par exemple. Je regarde plein d'autres choses. Mais si vraiment tu veux te spécialiser, tu peux faire ta vie que sur ça. Regarder les gens qui commentent les chapitres qui viennent de sortir. Tu vois, tu peux vraiment aller. Et du coup, peut-être que parfois,
parfois, ça peut moins t'ouvrir. En fait, ça a deux sens. Si tu es curieux, ça peut plus t'ouvrir à des choses où tu peux aller écouter maintenant des rappeurs chinois et des séries coréennes, tu vois. Donc ça, c'est changé. Mais si tu fais l'effort d'être curieux et d'aller creuser, si tu n'es pas quelqu'un de curieux, tu vois, contrairement à nous à l'époque où il n'y avait pas beaucoup de chaînes, il n'y avait rien à la télé, tu regardais quand même un truc et du coup, ça te faisait regarder des choses auxquelles tu n'avais pas forcément accès, je trouve. Tu vois. Si tu n'es pas curieux. Si tu es curieux, en revanche, pour leur époque, tu peux vraiment aller. Ouais, il y a maintenant, les possibilités, elles sont infinies. Et ça, c'est intéressant. Et après aussi, Internet, généralement, je dis Internet de manière générale parce que je pense que ce soit aux pages Facebook, aux algorithmes YouTube, ils ont tendance à proposer des choses en fonction de ce que tu regardes aussi, en fonction de ton historique de recherche. Et des fois, tu te rends compte que tu as moyen de très vite de tourner en rond quand même sur ton domaine de recherche. Et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir... Il y a plein d'oppositions entre finalement l'ouverture qu'offre potentiellement le web et puis des fois, il y a plein de gens qui te disent mais finalement, peut-être que il faut faire aussi peut-être une éducation. Peut-être ça pourrait devenir un cours éducation à la prise d'information sur Internet, quoi, parce que tu te rends compte que c'est un cours. C'est un cours. Mais ouais. Non, c'est vrai, l'éducation, maintenant, c'est rentré dans les programmes, l'éducation. Parce que moi aussi, je suis en éducation nationale, c'est pour ça. Et du coup, en fait, moi, au niveau primaire plutôt. Mais du coup, c'est devenu apprendre à s'informer, tout ça, c'est devenu maintenant une compétence à acquérir, quoi. Après, moi, je vois par rapport à. Moi, j'ai un fils qui a 8 ans. Je vois par rapport à moi. Du coup, nous, on est un peu les premières générations qui sont vraiment nées avec ça, tu vois, et qui, du coup, sont nées avec cet accès à plein de choses et qui, du coup, te permettent de faire découvrir à ton fils pas mal de choses. Je pense qu'effectivement, ça passe pas que par les petits, tu vois, ça passe pas que par les jeunes, qu'ils soient curieux ou pas, ça passe aussi par les parents qui vont leur montrer un peu d'autres choses. Donc, je pense que ça va changer, tu vois. Nous, nos parents, ils n'étaient pas du tout... connectés. Tu vois, et même les parents des petits qui ont maintenant 20 ans, tu vois, ils connaissent pas tout non plus, tu vois. Nous, on est tellement dedans que j'ai l'impression que notre génération va, tu vois, mon fils, il regarde, il y a plein de trucs qu'il regarde, je me disais, putain, mais j'aurais kiffé regarder ça ou écouter ça ou lire ça quand j'étais plus jeune, quoi. Mais c'est ça, même dans le monde du podcast, ils commencent à faire des podcasts éducatifs maintenant. Je crois que c'est la plateforme Deezer qui a lancé ça. J'ai vu une pub l'autre jour, ça m'a frappé. Je me suis dit, mais nous, c'est vrai que nous, on l'a fait un peu avec les moyens du bord, même si nous, on est une génération encore autre. Mais on a fait moi, je sais que j'ai découvert Internet, j'avais 15-16 ans parce que j'étais dans un milieu rural. Mais c'est vrai que maintenant, les matières, en fait, il y a un champ des possibles qu'il faut apprendre à exploiter. C'est là, en fait, comme tu disais, en fait, ça résume un peu ce que tu dis, mais il faut apprendre à exploiter toutes ces choses, tout ce qui flotte autour de nous, il faut apprendre à s'en servir et c'est pour ça que c'est bien d'avoir par exemple un documentaire qui vulgarise l'histoire comme tu avais pu réaliser. Merci. Bah, écoute, Mehdi, on va passer à un quiz que j'ai nommé le quiz boule de feu. D'accord. Dans le naming, c'est assez. Ouais. Non, c'est parce que j'ai un peu comme Franck Cambini, je vais te proposer 2 choix, puis tu vas te choisir un. Et nous, tu as le droit évidemment à un joker. Et nous, après, on pourra revenir, parce que là, il va falloir juste que tu donnes la réponse. Et nous, après, on pourra revenir, si on veut, sur un truc chacun. D'accord. Ok, voilà. Ça marche. Donc, te pose pas de questions. Des fois, c'est un peu absurde. Ok, donc il n'y a pas de piège. Pas de souci. T'es prêt? Ça marche. Ok. Christophe Dugarry ou Albus Dumbledore? Albus Dumbledore. Louis XVI ou Louis la Brocante? Louis la Brocante. EPS ou UNSS? EPS. Roman Frécinet ou Aragorn, fils d'Arathorn? Roman Frécinet. Ouais, Donald Trump ou Scar du Roi Lion? Scar. Farid le Mytho ou Serge le Mytho? C'est le nôtre, donc Farid le Mytho. Ouais. Serge Lama ou Dalai Lama? Dalai Lama. Ping-pong ou roller football? Roller football. Jean-Marie ou Dylan? Dylan. Dupieux ou Dupontel? Elle est bien celle-là. Putain, Dupontel. Paris by Light ou Paris by Night? Paris by Night. Ah, le dernier. Merci. En tout cas, tu n'as pas utilisé de joker, c'est tout à ton honneur. Merci. Donc, Thibaut, tu voulais revenir sur quoi, toi? Ouais, en fait, je voulais revenir sur Roman Frécinet, mais en fait, ce qui m'intéressait, c'est ce que tu disais, celle que tu as dit qui était intéressante, Dupieux ou Dupontel? Non, parce que j'aime bien leur univers aux deux. Donc là,
Les autres, c'était plutôt évident pour moi. Là, j'ai un peu réfléchi. J'aime bien les deux, mais Dupontel, pour l'ensemble de son œuvre, il mérite. Et puis, en fait, Dupontel, et on a sorti, c'était Patient, ouais. Ouais, c'était Patient. On a sorti la même année que lui. Et on était avec les mêmes distributeurs. Et du coup, on s'est croisés un peu, on était ensemble dans des festivals. C'était quoi? C'était quel film? Dieu les corps? Non, c'était oui, c'est Au revoir là-haut. Au revoir là-haut, exactement. Du coup, on s'est croisés, on s'est un peu parlé, etc. Déjà, il était assez cool. Et en plus de ça, je me souviens que quand on était au César, il y avait sa productrice qui était là, et lui, il n'était pas venu en fait. Il n'était pas venu et il a gagné le César. Et du coup, après, comme on s'était croisés plein de fois, du coup, après, on va la voir, on lui pose des questions. On dit, mais là, il est au courant qu'il a gagné. Il dit, oh non, là, il dort en fait. Du coup, il saura demain matin. J'ai trouvé ça chiant. Ouais, j'ai trouvé ça chiant. Mais comme en plus, nous, ça nous cassait un peu la tête, ces cérémonies-là, on s'est dit, ouais, mais c'est ça qu'il faut faire en fait. Ouais, du coup, tu vois, il casse un peu les règles. Ouais, il casse un peu ces règles-là et je trouve ça intelligent et je trouve ça cool aussi. Ok. Diego, tu voulais revenir sur une réponse? Non, mais c'est vrai que du coup, il y avait Roman Frassinet, mais nous, il nous parle particulièrement parce qu'on est à Montréal et puis Ouais, il était de là, ouais. Il était de là, il est français, mais il a vécu un peu comme. Ouais. Et puis, je pense que même c'est pas mal dans les années où 2014-2015 où je suis arrivé, où il commençait le stand-up ici à Montréal. Ouais. Mais après, j'avais écouté un podcast de lui, il avait fait le festival Juste pour rire aussi. C'était lancé pas mal là-dedans. Et puis, je crois qu'après, il était revenu. Et puis, c'est vrai que Roman Frassinet, j'imagine que tu as dû le fréquenter quand même. Enfin, je dirais pas peut-être souvent, mais il fait partie du groupe Amoulouda Show, etc. Ouais. Et voilà, moi, je suis juste comme ça, j'allais rebondir. C'est vrai que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. J'aurais choisi, comme toi, Roman Frassinet. Ouais, on a bossé ensemble, en fait. On a fait pas mal de trucs ensemble. On a fait 2-3 trucs ensemble. On a fait une pub là pour le printemps du cinéma. Et j'ai fait, là, il y a un truc qui est sorti sur Canal. Comment ils l'ont appelé déjà? La clique de Roman. Voilà, la clique de Roman. Du coup, c'est moi qui ai réalisé ça. Ouais. Les petits épisodes de 2 minutes. Ouais. Les trucs, des petits sketchs, tu sais, de 3 minutes. Quand ils sont dans sa tête. Non, pas ça. C'est un autre truc qui est sorti là. C'est récent. La semaine dernière. C'est avec, il y a qui dedans? Il y a Kim Gemili, il y a Grand Corps, il y a Moulouda Show, Redouane, etc. Okay. Et c'est des mini-sketchs, en fait. C'est des petits sketchs à chaque fois très différents. Du coup, on a bossé ensemble là-dessus et puis on a 2-3 projets sur lesquels on veut travailler ensemble. Et au-delà du fait que humainement, je l'apprécie énormément, en plus, et puis pour avoir bossé avec lui, il est assez impressionnant dans le taf. C'est-à-dire que c'est un peu pas une machine, mais il a un côté un peu, comment dire ça, génie fou. Tu vois, où il trouve tout le temps des angles. En fait, c'est ça. Tu vois, même dans ce stand-up, c'est ça que j'aime bien chez lui. C'est pour ça que je trouve que en ce moment, c'est un des plus forts pour moi. Tu vois, j'ai beaucoup travaillé dans le stand-up, donc tu vois, je me tiens toujours au courant Puis j'ai plein de potes qui sont dedans. Du coup, je suis souvent sur des scènes ouvertes, etc. Ou des comédie clubs. C'est un des plus forts parce qu'à chaque fois, il trouve un thème, mais c'est l'angle qu'il va trouver qui est intéressant. Tu vois. À chaque fois, il trouve un angle et puis il y a toujours un fond. Et puis, ce qu'il a fait sur Click, pendant 3 ans, franchement, c'est très, très chaud. Parce que toutes les semaines, trouver un truc intéressant à dire, pertinent, drôle, venir le faire en direct. Il a fait pendant le confinement, il n'y avait pas de public. C'est très, très chaud. Puis, très chaud. Comme tu dis, pendant 3 ans, c'est une longévité pour un chroniqueur assez forte quand même. Ah, c'est ouf. Un chroniqueur, en général, c'est en général sur 1 an. Ensuite, après, il faut changer, il faut renouveler un peu les formats. Donc, si lui, ça tient sur 3 ans, c'est que c'est fort. Ouais. Surtout, j'imagine pas le stress, quoi. Tu finis une chronique, en fait, à peine t'as fini, tu te dis, qu'est-ce que je vais raconter la semaine prochaine, quoi. Et puis il vient avec une nonchalance, t'as l'impression qu'il a rien bossé, tu sais, qu'il arrive et qu'il balance son truc. Exactement. Ça fait penser un peu aux camarades de classe qu'on avait au collège qui en foutaient pas une. Enfin, t'avais l'impression qu'ils en foutaient pas une. Ouais, c'est ça. Ils arrivaient un peu blasés, genre, moi, j'ai pas bossé, alors ils partaient avec un 18, quoi. Ouais, mais il travaille beaucoup. C'est ça le truc. Et il travaille beaucoup. Vraiment. C'est un bosseur et puis non vraiment je le kiffe vraiment, Roman. Donc Roman,
Mais c'était contre Albus Dumbledore, c'est ça? Ouais. Non, c'était contre Aragorn. Contre Ouais, Aragorn. c'était quand même un choix compliqué. Contre Aragorn. J'aime bien Aragorn aussi. La classe. Il est pas. Et Dumbledore, c'était contre qui? C'était contre Christophe Dugarry. Et toi, Guillaume, Ah ouais, non, là, il n'y a pas photo. Ouais, c'est ça. Il marque quand même le premier but de la France en 98, mais c'est vrai. Dumbledore a fait quand même pas mal de bien aussi. Dumbledore, c'est jamais claqué. Il y avait un choix sur lequel tu voulais rebondir. Ouais, mais moi, c'est Jean-Marie ou Dylan, c'est les deux rôles de Albin Ivanov que je trouve vraiment incroyables, notamment dans le Jean-Marie. Là, j'ai vu aussi sur une interview que c'est un gars qui avait vraiment existé, puis il parlait vraiment comme ça à Fabien. Exactement. Et en vrai, il le joue avec une telle justesse, puis ça m'a épaté. Ce personnage-là est vraiment attachant en plus. Alors, pour tout dire, j'étais plutôt sur le prénom. J'avais même oublié qu'il s'appelait Jean-Marie dans Patient. Ouais. C'est très, très grave. Donc, j'étais plutôt parti sur Jean-Marie Le Pen ou Dylan. Tu vois, du coup, j'étais sur ce type de Jean-Marie. D'où Mais le Jean-Marie, qui s'appelait Jean-Noël, on a juste changé, le nom a juste été changé. Effectivement, et il a joué dans Patient. Dans Patient, il y a une scène où ils font un transfert du corps de l'acteur principal pour l'emmener à la douche, et on a mis le vrai Jean-Noël qui joue avec le faux Jean-Noël. Et il parlait comme ça, effectivement. Avec la troisième personne tout le temps. Non, mais Albin Ivanov, on le découvre on le voyait en tant que comédien, enfin humoriste, on le voit en tant qu'acteur, il peut jouer des rôles incroyables, il a une gouaille vraiment bien sûr. Super. Et il est très très fort. Moi, nous on se connaît depuis 15-16 ans. Et avec Fabien, dès qu'on l'a vu, on a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? On a dit, mais ça va être une star, c'est sûr et certain. C'était un des premiers trucs où Fabien et moi, on était sur la main. Il y avait plein de gens, c'était un groupe où il y avait plein de gens. Et un jour, on parlait de qui va réussir. Et on a dit, Fabien et moi, c'est une des premières fois, on était d'accord, on a senti qu'on était sur la même longueur d'onde et on disait aux autres, mais vous voyez pas ou quoi? Mais vous êtes, tu vois, on était vraiment, mais vous voyez pas que c'est une future star, vous êtes fou, quoi. Et tout le monde disait, mais non, pas du tout. C'est genre, vraiment. Et du coup, je suis content parce que ça marche beaucoup pour lui parce qu'il a galéré. On a galéré beaucoup ensemble avec Alban. Donc, voilà, ça fait plaisir aussi de le voir, comme tu disais, pour les jeunes acteurs, de voir sur un mec sur qui tu as parié, qui progresse comme ça, ça doit être gratifiant. Et moi, la première fois que je l'ai vu, il jouait dans un court-métrage d'un pote à nous où il jouait un rôle sérieux, en fait. D'accord. Donc moi, la première fois que j'ai vu Alban, c'est un petit court-métrage, un truc vraiment... Et il jouait un rôle sérieux. Et juste après, je l'ai vu... faire des conneries. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Le mec, il joue très, très bien un truc sérieux. De l'autre côté, il fait un truc de ouf. Enfin, voilà, il y a qu'Alban, en fait. Il n'y en a pas beaucoup des comme ça. En plus, Alban, c'est quand même une des rares personnes dans n'importe quel film, même si tu n'aimes pas trop le film, lui, il s'en sort à chaque fois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. D'un point de vue acting, à chaque fois, tu dis, OK, il est dedans, il n'est pas ouf, le film, mais lui, putain, incroyable. Il arrive toujours à s'en sortir. Il enjolive un peu le reste. Tout ce qui va. C'est ça. Il est trop fort. Ok. Bon, Alban Ivanov, si tu veux participer au podcast. Je lui dirais, je crois que je le vois. En plus, je vais à un truc tout à l'heure, je vais à un anniversaire de pote là, et je crois qu'il est là. Donc, normalement, il est là. Donc, je lui dirais. Okay. C'est gentil. Donc moi, j'avais préparé un petit, j'ai appelé ça le Medi-Quiz, tu vois, en termes de naming. On est vraiment très originaux. Donc, c'est un quiz confectionné avec soin avec tous les ingrédients qu'on a recueillis sur ta vie, donc avec des sujets que tu as pu croiser plus ou moins consciemment. Donc ça va être des questions, c'est 5-6 questions, il va falloir que tu répondes, tu as un peu de temps pour répondre, mais c'est que pour toi, sur ta vie, pour voir si tu connais bien ta vie. Du coup, la première question autour de Saint-Denis. Est-ce que tu connais la fête? Quelle fête se déroule à Saint-Denis au parc de la Légion d'honneur? La fête de la tulipe. Bien vu, bien joué. Donc là, déjà, très fort. Très bien. Je suis juste à côté du parc. Je suis à 100 mètres. Donc, c'est je squatte beaucoup avec mon fils. Donc je connais très bien. Non, on lui fait pas. C'est la fête de la tulipe, une fête pour célébrer le printemps, si ça intéresse nos auditeurs. C'est ça. C'est très, très cool. Il y a plein de stands, il y a des manèges pour les enfants, il y a des structures gonflables, il y a plein de stands avec de la nourriture de plein d'endroits différents. C'est super cool.
Belle promo. Et ils font des espèces de dessins en tulipes sur les pelouses. Et c'est toujours très, très beau en plus. Vraiment. Voilà, venez à Saint-Denis. Venez à Saint-Denis, voilà. Meilleure promo pour l'office de tourisme. Les manèges qui sont un bon moyen pour ceux qui veulent devenir réalisateurs pour apprendre à tourner. Pas mal. Diego revient fort. Bravo. Question sur le hip-hop qui a pris une place quand même assez importante dans ta vie. En quelle année le hip-hop est arrivé en France? Je dirais 84. Oh. Exactement. Dans les années 80, en 84 à la télé. Et les HIP, HOP, Sydney, tout ça. Hein question sur Mouloud Achour, qui a pris une place dans ta vie. Ouais. Mais je pense que c'est une anecdote que tu dois connaître. Mouloud Achour, que tu as côtoyé donc chez Click, a joué dans Le Choc des Titans. Mais dans quel film il aurait dû jouer sous la houlette de Louis Leterrier? C'est pas le Hulk, non? Exactement, dans l'incroyable Hulk, mais à cause du décalage horaire, il s'est endormi sur le plateau. Ouais, c'est ça, c'est Mouloud. Ça résume bien Mouloud. Et c'est Louis Leterrier qui l'a repris après dans Le Choc des Titans, je crois. C'est ça, exactement. Question autour de la vie scolaire. Donc, que veut dire l'acronyme CDI? CDI, Centre de documentation et d'informatique, c'est ça? On va l'accepter. D'information. Oh là là. Aujourd'hui, c'est la même chose. Là, c'est on est à 4 sur 6. Là, t'es pas loin de réaliser le grand chelem. On va poursuivre sur le cinéma, parce que voilà, le cinéma, on l'a dit, ça fait aussi partie de ta vie. Dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, un grand réalisateur est venu aider Alain Chabat pendant une journée. Claude Berry. Non. Il joue dedans. Non, pardon. Claude Berry joue dedans. Il joue dedans, j'ai cru que c'était ça. Il est venu l'aider pendant une journée de tournage. Il lui a dit, donne-moi une journée, je viens t'aider à filmer des trucs. C'est Besson, non? Exactement, c'est Besson. Ouais. On est à 5 sur 6. Ouais. C'était Luc Besson et c'est une journée de tournage avec 2000 figurants. Ouais, ok. Voilà, c'était une grosse journée. C'est lui qui avait demandé à faire la plus grosse journée. C'est trop fort. Ouais. Et ensuite, une question sur l'histoire. Est-ce que tu peux nous citer une théorie sur la chute de l'Empire romain? La question. Une théorie sur la chute de l'Empire romain. C'est un rapport avec Astérix Obélix Mission Cléopâtre ou quoi? Aucun. C'est par rapport à. C'est un épisode de À nous l'histoire. Une des théories. Une seule théorie. Il y en a 102, je sais ça. Il y en a, attends, je vais en trouver. 210. Il y en a 210, ouais, c'est ça. Une des théories, c'est que en fait, l'Empire romain, ils ont pris tellement de territoires à un moment donné que pour garder ces territoires, financièrement, c'était devenu trop compliqué parce que tu dois payer les traites de tes légionnaires. C'était devenu tellement compliqué que du coup, ils n'avaient plus d'argent. Donc, exactement. C'est mon neveu. Du coup, ils n'avaient plus d'argent pour les payer. Du coup, les militaires qu'ils embauchaient, ils ont dit on va pas garder les frontières, ça y est, on s'en bat les couilles. Du coup, dès qu'ils ont commencé à partir, les gens sont venus récupérer leur territoire et petit à petit, ils ont commencé à perdre tout leur territoire. Moi, en étant breton, c'est vraiment la théorie de l'Astérix et Obélix qu'on nous apprend à l'école. Oui, vous, on nous dit ça, potion magique, panoramique, tout ça. Vous y croyez encore. C'est un grand chelem, exactement. Alors, après, il y avait les décadences, la crise économique, les invasions barbares, les différentes épidémies. Ouais. Il y avait 210 théories, donc franchement, même s'il y avait inventé une histoire, on n'aurait même pas pu te contredire. Ouais, j'aurais pu dire, c'est une des théories. J'aurais pu dire ça. Exactement. Donc, écoute, bravo, félicitations. Tu connais hyper bien ta ville, donc c'est un grand chelem sur 6. Bravo. Merci. Ah, mais en tout cas, merci beaucoup à toi, Mehdi, d'avoir passé un peu de temps avec nous et de lancer cette saison 2. C'était vraiment chouette. Ouais. Puis, c'était super sympa d'avoir accepté. Et puis, on regardera avec intérêt tes prochains projets. Ouais, ça marche. Et puis, je ne sais pas encore quand on sortira cet épisode, peut-être dans une semaine, dans 2 semaines, mais ça serait sympa, du coup, peut-être créer un petit challenge. Peut-être qu'on pourrait essayer de réaliser, nous aussi, un petit court-métrage, un petit truc comme ça. Si tu as des idées farfelues à nous proposer, réfléchis-y, puis tu lances le défi. Voilà. Vas-y, ok. On demandera aussi à nos abonnés sur du côté de Montréal, du coup. Théorie sur la chute de l'Empire romain. Il faudrait qu'on fasse un truc où avec Diego, on est ensemble et Thibaut plus loin, mais on essaiera de bricoler. Ça va c'est simple. Un court-métrage autour, un peu la suite
un mec qui s'inspire, qui s'inspire du prof de notre de PS et qui essaye de trouver des mix de sport. Voilà. Allez, on fait ça. Des mix de sport avec le patinage. Voilà, des mix de sport. Et toi, tu testes. Toi, t'es le mec qui teste les sports. Ça marche. Oh, ça roule, Mehdi. Ben, merci beaucoup. Okay. Puis, bonne soirée à toi. Merci à vous. Bonne soirée. Merci à vous. La vie chez toi. À bientôt. Et bonjour, Salut. bonsoir. Bye bye. Ça marche. Bonne soirée. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, bonjour. Salut. Ça commence par bonjour ou soir. Bonjour, bonjour. Non, bonsoir. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Allez, ciao, bonsoir. Spécial bonjour. Bonsoir à ceux qui préfèrent répondre bonsoir.